Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Valeurs Ajoutées ici, chez vous, sur Boursorama. Aujourd'hui, on parle des critères extra-financiers. Bonjour Thomas Friedberger. Bonjour David. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un changement de paradigme? Est-ce que, pour beaucoup d'investisseurs, et pas seulement certains, les critères financiers, donc les résultats, la performance, le ROE, tout ça doit plus être l'alpha et l'oméga d'une stratégie d'investissement en bourse? C'est vraiment quelque chose qui se répand. Il y a un changement de paradigme? Oui, il y a un changement de paradigme, mais ce n'est Vraiment pas que du marketing, ce n'est pas qu'une tendance. L'échec, le semi-échec de la COP26 masque quand même des motifs de satisfaction. L'un de ceux-là, c'est l'intégration de normes, enfin de critères extra-financiers dans les normes comptables financières IFRS, avec la création d'une entité dédiée par l'IFRS là-dessus. Si c'est bien fait, ça devrait tout changer. Puis l'autre enseignement de la COP26, c'est que le secteur privé n'attend plus le secteur public et a pris l'initiative. C'est-à-dire que la réallocation de ces fameux 4 000 milliards de dollars par an sur les 10 prochaines années à la transition énergétique, la dynamique est en marche. Et aujourd'hui, tous les grands donneurs d'ordre mondiaux, que ce soit les fonds souverains, les fonds de pension, les assureurs, etc., prennent en compte des critères extra-financiers dans leur stratégie d'investissement. Donc entreprises, investisseurs ont compris que la recherche à tout crin de la croissance à court terme, c'est une forme d'impasse. C'est vraiment quelque chose qui est... Qui commence à se voir de toute façon, parce que on essaie d'entretenir cette croissance infinie, ou cette trajectoire exponentielle de croissance dans laquelle on est depuis le début de la révolution industrielle, mais qui s'accélère comme toutes les courbes exponentielles, en particulier depuis la chute du mur de Berlin, depuis la fin des années 90, la dérégulation, la mondialisation. Et ce système-là, il faut bien voir, et la crise de la Covid est là pour nous le montrer, que ça a un impact sur notre environnement, sur la biodiversité. Donc ça, c'est le E de ESG. Ça a des impacts sociaux, ça creuse les inégalités, au point que ça met en danger nos régimes démocratiques par l'augmentation du vote extrême. Donc ça, c'est le S. Et puis le G, ça crée des bulles financières, ça crée de la mauvaise allocation de capital quand les taux sont trop bas, le capital ne va pas au bon endroit, et ça dépend de la gouvernance des sociétés, et c'est le G. Donc on voit bien que le fait que ça ait un impact sur notre environnement, des impacts sociaux, des impacts sur l'allocation de capital, ce système-là, qui est probablement le moins mauvais de tous les systèmes, doit être aménagé. Et il doit être aménagé en recherchant une croissance plus durable sur le long terme qui tient compte de ces critères-là. Et si on inclut ces critères extra-financiers, encore une fois, est-ce qu'en retour, ça peut aussi générer de la valeur dans le futur? Ou c'est pas ça l'objectif? C'est juste d'avoir une croissance plus durable, plus inclusive, plus vertueuse, non, bien sûr, moins inégalitaire. Alors, déjà, si on veut réallouer 4 000 milliards de dollars par an à la transition énergétique, D'où ils viennent, pardon, ces 4 000 milliards? Alors, le stock d'épargne mondial, c'est à peu près 100 000 milliards de dollars. Donc ça, c'est l'épargne dans le monde. Donc ces 4 000 milliards, il faut réallouer 3% de ce stock d'épargne à la transition énergétique chaque année. Donc, pourquoi il faut? Pour avoir une chance de respecter les objectifs fixés par les accords de Paris, donc le 1,5 degré de réchauffement à horizon 2100. C'est à peu près ça, chiffré par l'Agence internationale de l'énergie, qu'il faut réallouer chaque année. Ça correspond à peu près à la moitié de l'augmentation de ce stock chaque année. Donc le marché de l'asset management, ça croît à peu près de 8 000 milliards par an. Il faut en allouer la moitié à ça, ou chaque année switcher 3% du stock vers ça. Bon. Pour que ça se fasse, on y est là aujourd'hui, on y est. On va y arriver. Pour que ça se passe, il faut que les investissements soient rentables. Donc il faut qu'il y ait une opportunité d'investissement. Et il y en a une. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle les États-Unis et la Chine, finalement, vont rattraper leur retard sur l'Europe dans la transition énergétique, c'est aussi parce que c'est une opportunité d'investissement énorme. C'est une opportunité de développement, c'est une opportunité de création d'emplois pour les entreprises qui est énorme. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on arrive beaucoup mieux à chiffrer le risque que ça représente de ne pas le faire. Je vous donne un exemple. Les banques centrales ont créé des centres pour le climat. Il y a une trentaine de banques centrales qui ont créé ça. La Banque de France a publié plusieurs rapports maintenant sur cela. Et il y a des choses très intéressantes dans ces rapports qui expliquent par exemple le pourcentage d'émetteurs hors État en France dont le résultat net dépend de l'exploitation gratuite de ressources naturelles, qui ne pourrait plus avoir lieu s'il y avait un changement climatique. Et on arrive à le chiffrer? Donc on arrive à chiffrer. Alors on arrive à chiffrer ça, je crois que c'est à peu près 40, un peu plus de 40% du stock de dettes émises par des entreprises en France
dont le résultat dépend de ça. Et donc effectivement, s'il y a un changement climatique et que ça a un impact sur le résultat de ces sociétés-là, ça va avoir aussi un impact sur leur niveau d'émission de dette, sur leur rentabilité, et donc un impact économique très fort. Je vous donne un exemple, les centrales nucléaires utilisent l'eau des rivières gratuitement pour refroidir leurs réacteurs. Ouais. Si l'eau des rivières est trop chaude, soit il faut arrêter les réacteurs, 80% de l'électricité en France est produite comme ça, soit il faut trouver un système, mais qui va être très coûteux, de refroidissement. Et donc ça commence à être chiffré. Donc non seulement il y a une opportunité économique à investir dans la transition énergétique, mais en plus il y a un coût qui est de plus en plus chiffrable à ne pas le faire. Bon, on parle essentiellement souvent du risque climat, le E de l'environnement, mais quand on regarde aussi, quand on y regarde de plus près, ce risque social, quelque part, il est inquiétant de savoir que les démocraties, peut-être potentiellement, peuvent être déstabilisées par des votes extrêmes parce qu'il y a trop d'inégalités et que le corps social ne l'accepte plus. Absolument, parce que quand on regarde la structure des marchés financiers mondiaux, là où les primes de risque sont les plus compressées, c'est dans les démocraties. Donc les démocraties notamment occidentales, mais pas que, le Japon également par exemple. Et effectivement, si ces démocraties sont déstabilisées par de l'instabilité sociale qui est due à la montée des inégalités, et ces primes de risque vont augmenter. Donc même l'investisseur le plus cynique du monde qui dit « moi, les inégalités, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon problème », devrait s'en préoccuper pour cette raison-là. Et d'ailleurs, le E a aussi un impact sur le S, parce que le changement climatique lui-même montre que dans un scénario pessimiste à plus 4 degrés, par exemple, non seulement la rive sud de rivières comme la Tamise pourrait être inondée, donc l'immobilier qui vaut déjà très cher aujourd'hui dans cette zone-là peut valoir zéro, mais en plus de ça, si des zones sont plus habitables, des zones comme le sud de la Chine, une partie de l'Inde, etc., ça va créer des migrations de population qui vont faire que les démocraties vont être déstabilisées ou vont en tout cas vont être menacées. Par des flux migratoires. Exactement. Et donc en fait le E a aussi un impact social qui lui-même a un impact financier. Donc, comment est-ce qu'on fait? Parce que quand on est gestionnaire, on dit quoi pour sélectionner les entreprises? On dit que les entreprises qui sont mauvais élèves en matière de E, environnement, S, social, G de gouvernance, on les écarte encore une fois du portefeuille, même si elles ont des performances financières qui sont ébouriffantes, étincelantes et mirifiques. C'est compliqué ça quand même. Après, il faut trancher. Hein. Ouais, alors l'exclusion est jamais la meilleure solution. L'idéal, c'est d'avoir un impact, c'est-à-dire d'investir dans ces sociétés-là et de les aider à faire leur transition. Ce n'est pas toujours possible, ça dépend des classes d'actifs. Quand on est un investisseur en private equity, on peut le faire parce qu'on a un poids important dans la gouvernance de la société. Quand on est un investisseur minoritaire dans une action cotée, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on est obligé d'adapter sa politique. Avec la politique de vote, on peut avoir un dialogue avec la société, mais si elle le refuse, à ce moment-là, il faut exclure. En tout cas, c'est la question du filtre, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour filtrer les bons et les mauvais élèves? Ça, c'est le résultat de l'analyse extra-financière qui ne peut pas... Qui a autant de poids que le financier. Qui a autant de poids que le financier, qui est réalisé chez nous, en tout cas par les mêmes personnes, avec l'aide d'une équipe dédiée, mais c'est important que ce soit la même personne qui réalise le financier et l'extra-financier, parce que les deux sont liés. C'est-à-dire que quand on fait de l'investissement de long terme, on se rend compte que le financier et l'extra-financier, c'est les deux faces d'une même pièce. Donc il faut que ce soit le même analyste qui réalise les deux. Mais nous, ce constat-là, il n'est pas pessimiste. Ça nous rend très optimistes, au contraire, sur le fait que la recherche d'un modèle de croissance plus durable passe par le fait que l'extra-financier et le financier soient considérés de la même manière dans l'analyse. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser, alors pas berner, mais en tout cas quand on entend beaucoup de bonnes intentions de la part d'entreprises en matière, encore une fois, de ESG, comment s'assurer qu'il y a les paroles, mais qu'il y ait bien les actes derrière? Ça, c'est pareil, c'est l'analyse financière qui le dit. C'est comme le financier, c'est-à-dire que quand une entreprise raconte des choses qu'elle ne fait pas, c'est l'analyse financier c'est son job de le détecter. Et là, c'est exactement la même chose dans l'extra-financier. Mais encore une fois, je crois que le cynisme n'a plus beaucoup de place maintenant dans ce système. Je dirais que les entreprises qui ne sont pas performantes là-dedans sont démasquées relativement rapidement. Celles qui sont performantes sont récompensées relativement. Donc c'est la plus forte des incitations. C'est la plus forte des incitations. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas délier le financier de l'extra-financier. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, on n'arrivera pas à réallouer ce capital. Allez, merci beaucoup. Explication signée donc Thomas Friedberger. Merci à vous. Merci David. Valeur ajoutée, ça revient dans une semaine sur Boursorama.